Rendons grâce à Dieu de nous avoir conduits à bon port tout au long de cette semaine et remercions-le pour sa bonté manifeste. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la messe médiatique de ce dimanche, ce 24e dimanche de l'année 2018. L'homélie du jour sera essentiellement politique et va s'inspirer de 4 évangiles, à savoir la sortie de la Cour constitutionnelle par un communiqué, la réaction de la présidence de la République et du gouvernement à une rumeur faisant état d'une quelconque intention de Faure Gnassingbé de briguer un deuxième mandat à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La réponse sèche de Emmanuel Macron à un adepte de la C14 en Europe qui lui demandait ou lui demanderait de dire à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir en 2020 et le bal masqué de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui appelle à un Togo mort. Voilà les 4 évangiles que nous aurons, et puis une annonce à la fin nous amènera, si le temps nous permet, en République démocratique du Congo, où, semble-t-il, Jean-Pierre Bemba serait mis en liberté. En effet, la Cour constitutionnelle du Togo est sortie de son silence par un communiqué sommant le gouvernement et la CENI de tout faire pour organiser les élections législatives avant fin 2018. Cet appel de Abdou Assouma a retenti dans toutes les rédactions de la presse écrite et même sur les réseaux sociaux. Voici ce que l'on en dit. Les élections législatives pourront être organisées avant la fin de 2018. C'est selon un recadrage de la Cour constitutionnelle annoncé par l'Union pour la patrie qui précise que c'est pour éviter que le retard ne devienne une longue période d'exception. Idem dans le forum de la semaine pour qui la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement d'organiser les élections avant fin 2018. Selon Togo Matin, cette sortie de la Cour constitutionnelle par un communiqué assez musclé fait suite à la question du respect des délais légaux soulevés lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le mandat des députés actuels prenant fin le 19 août prochain, conformément à l'article 52, alinéa 2 de la Constitution, comme le rappelle le communiqué cité par Ouattara les vainqueurs. Il urge que les législatives soient tenues dans les plus brefs délais, dans le strict respect du calendrier républicain, même si celui-ci reçoit déjà un coup à cause de la tergiversation de certains politiciens qui aspirent à un vide constitutionnel pour semer le chaos, comme le précise le journal. Et justement, selon Vision d'Afrique, c'est une sortie controversée de la Cour constitutionnelle qui divise comme une patate chaude. Liberté voit un plan caché derrière la sortie de la Cour constitutionnelle. En effet, relève le journal, loin d'être fortuite, cette sortie de la Cour constitutionnelle participerait d'un complot mijoté dans les arcanes du pouvoir qui consiste à tendre la perche à Faure Gnassingbé pour foncer dans l'organisation des élections d'une part et court-circuiter l'opposition, la CEDEAO et ses recommandations qui ne font pas l'affaire ou du moins n'arrangent pas le pouvoir en place d'autre part. Selon le perroquet qui semble abonder dans le même sens, cette sortie de la Cour constitutionnelle vient mettre fin au dialogue intertogolais en cours. La Cour constitutionnelle rappelle la nécessité d'aller aux élections législatives avant la fin de l'année. L'opposition crie au scandale
en brandissant l'article 52 de la Constitution de 2002. Fait observé chronique de la semaine. Selon Flambeau des démocrates, la Cour constitutionnelle est en train de s'interposer entre la guerre tranchée entre pouvoir et opposition et la feuille de route de la CEDEAO pour une sortie de crise. Le perroquet trouve simplement que la sortie de la Cour constitutionnelle est un médecin après la mort et se demande pourquoi Abdou Assouma n'a-t-il pas tiré sur la sonnette d'alarme plus tôt. À propos des élections législatives et de la sortie de la Cour constitutionnelle, Écho du pays demande au pouvoir et à l'opposition de prendre de la hauteur pour aller vite à un consensus minimum. Loin de tout cela, le libéral voit une solution à l'échelle sous-régionale tout en comptant sur le troisième round du dialogue pour un dénouement de la crise en attendant les législatives. À présent, l'homélie, dans l'ordre de leur arrivée. Primus Guénou à gauche, il est journaliste indépendant et analyste. L'autre invité du jour, c'est Fabrice Pekesi, le patron du journal Le Libéral. Également, je vous annonce qu'il est membre de la nouvelle équipe du CONAP, entendu le Conseil national des patrons de presse. Joignez-vous à moi pour leur souhaiter tout simplement une confraternelle et puis patriotique bienvenue sur ce plateau. Fabrice, merci, merci, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à vous, doyen Primus. Merci, bonjour à tous nos amis téléspectatrices et téléspectateurs et à tous les papas du Togo. Très bien, puisque nous sommes dans la logique de la fête des pères. Hein. L'équipe qui va m'accompagner techniquement est composée de Fouli Kagny au cadrage et de l'autre côté c'est Alexandre Tchalim qui nous prête ses mains. Tous les éléments que vous suivrez en commentaire ont été montés par le doyen Gaye Sao. Voilà, à présent, disons l'homélie. Première question, est-ce par devoir ou de droit que la Cour constitutionnelle a lancé cet appel? C'est difficile. Parce que, comme l'écrivait, j'irais dans le sens du libéral. Parce que, actuellement, le Togo a mis sa souveraineté un peu en quarantaine, en faisant appel à ses pairs de la CEDEAO pour le dialogue, pour résoudre la crise interne que nous avons. Cela veut dire que le gouvernement n'a plus les franches coudées pour prendre certaines décisions. Vous voyez? Donc, dans ce cas, et puis, il y a une partie de la Constitution qui dit, ou bien c'est les députés même qui l'ont dit, qu'ils sont en fonction jusqu'à l'élection du nouveau bureau. Donc, il n'y a pas urgence. Moi, j'aurais apprécié si la Cour constitutionnelle avait dit ça en janvier. Et averti tout le monde que cette année est une année électorale, très importante, et donner les échéances. On aura les législatives et ainsi de suite. Et prier l'exécutif de prendre les dispositions à temps pour que l'année législative se déroule bien. Entre-temps, il y a eu la crise, et nous-mêmes, c'est le président Faure qui a demandé le dialogue. Et 2 présidents se sont impliqués. 2 présidents. Donc, cela veut dire que la CEDEAO prend le Togo très au sérieux. Et l'opposition est dans la rue, chaque jour pour dire que chaque fois, on a volé les élections. Vrai ou faux, ils n'ont jamais apporté leurs preuves, mais c'est ce qu'il est né dans la rue. C'est pour ça que, et c'est pour arrêter aussi qu'ils soient toujours dans la rue, que la CEDEAO a demandé à jeter un coup d'œil. D'accord. Voilà. Je reviens à vous pour plus de précision. Fabrice, je voudrais bien vous entendre sur la même question. Est-ce par devoir ou de droit que la Cour constitutionnelle a dû sortir par ce communiqué? Non, c'est les deux. D'abord, il faut s'interroger sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans un pays démocratique, dans une république. Ce que nous appelons Cour constitutionnelle au niveau du Togo, ailleurs ça s'appelle le Conseil constitutionnel, par exemple en France, je crois qu'en Côte d'Ivoire aussi c'est la même chose, et d'autres, ça prend un autre nom. En tout cas, c'est l'organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois dans un pays.
Et le très peu de droits que je connais, ça voudrait tout simplement dire que, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle veille à ce que les décisions qui sont prises comme loi ou dans un pays concorde avec la Constitution. Et seule la Cour constitutionnelle peut se prononcer pour dire la loi que vous venez de voter cadre avec notre Constitution ou alors ça ne cadre pas. C'est de la même manière également la Cour constitutionnelle contrôle un peu les institutions de l'État. Alors si aujourd'hui l'Assemblée nationale et la présidence de la République sont à couteau tiré sur un point, la Cour constitutionnelle peut intervenir par exemple pour dire non, ça c'est la chasse gardée de la présidence ou de l'Assemblée nationale. Il en est de même sur au niveau de plusieurs institutions. Alors donc pour répondre d'abord à votre question, je vais partir des exemples simples et banals. Vous venez de démarrer votre émission. Alors, vous avez fait signe à la régie d'antenne pour dire, bon, mon émission va durer 1 heure ou 1h30. Oui. Et puis, bon, il reste 10 minutes et puis le technicien vous fait signe pour vous dire que, bon, écoute, ton émission, en réalité, tu as encore 10 minutes. Si il faut respecter le temps qui t'est imparti. Et bon, voilà, tu piques une crise de colère pour dire, mais de quel droit le technicien a pour te dire que... Je veux dire, tu peux continuer ton émission, mais lui, il a l'obligation de te dire qu'en réalité, il te reste 10 minutes. Dans ce sens-là, moi, je vois que la sortie de la Cour constitutionnelle n'a rien de scandaleux. Elle est dans son rôle. C'est-à-dire que elle contrôle les lois et on sait, tout le monde, toi et moi, nous savons que les députés sont élus pour 5 ans et on sait à la date à laquelle ils ont été élus, ils ont pris fonction et on sait à quelle date ça va finir. Alors c'est quoi, quel est le mal de la Cour constitutionnelle si elle sort, elle dit, bon, écoutez, par rapport aux députés à l'Assemblée nationale, le délai de 5 ans va se terminer à telle date. Et donc, si vous voulez rester dans le domaine de la légalité, il va falloir que vous organisez des élections à telle date. Ça, c'est pour situer les institutions de la République par rapport au respect constitutionnel. Donc, il n'y a aucun scandale là-dedans. Mais maintenant, si dans la pratique, les institutions s'organisent de telle sorte qu'ils se disent que par rapport à certaines contingences, nous ne pouvons pas respecter ce délai, nous allons continuer. La Cour constitutionnelle avisera, mais quand même elle aura eu le mérite de vous rappeler que vous n'êtes plus dans la légalité. Et maintenant, c'est vrai qu'il est écrit quelque part dans la Constitution modifiée de 2002, puisque celle de 92 ne dit pas que les députés sont restés à leur fonction jusqu'à la nouvelle législature. Ça, c'est la modification de 2002 qu'il a introduit. Si on revient à la Constitution de 1992, à ce niveau, il n'y a pas question que les députés continuent leur mandat jusqu'à la mise en place. Donc aujourd'hui, vous voyez un peu l'intérêt ou bien ce que ça peut nous coûter si aujourd'hui on effectue un rétropédalage pour revenir à la Constitution de 1992. Ça voudrait dire tout simplement que lorsque le délai des députés arrive, ils débarrassent le plancher et maintenant la Cour constitutionnelle, du moins, on va aviser pour voir qu'est-ce qu'il faut. Il y aura ce qu'on peut appeler un vide juridique et tout cela. Mais la Constitution de 2002, dans sa modification, a mis quand même un garde-fou pour dire, en attendant que la nouvelle législature prenne fonction, les députés qui sont là vont continuer. Et donc, c'est en cela, aujourd'hui, ça n'empêche pas la Cour constitutionnelle de dire que, conformément à la Constitution, le délai des députés, leur mandat s'arrête à telle date. Et si vous voulez être conforme à la Constitution, vous devez organiser les élections à temps. Mais maintenant, elle ne va pas lier les mains au gouvernement par rapport à cela. Et nous sommes conscients qu'il y a une situation politique aujourd'hui où on ne peut pas organiser les élections dans les délais légaux, mais ça ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de rappeler quand même aux institutions, voilà que elle est en train de veiller. Justement, à ce propos, cette sortie de la Cour constitutionnelle et cette injonction faite par elle aux instances chargées de l'organisation, disons à la CENI et au gouvernement, va-t-elle mettre fin au processus du dialogue en cours? Puisque quelque part, au démarrage, l'une des dispositions du dialogue disait qu'il fallait, pendant que les gens sont en train de discuter, arrêter tout processus conduisant ou allant dans le sens de l'une. Est-ce que cette sortie du gouvernement, de la Cour constitutionnelle va mettre fin au processus du dialogue que les gens appellent de tout leur vœu, qui est en cours? C'est une question difficile à répondre. Oui. Parce que, au fond, le dialogue intertogolais est déjà au niveau de l'Union africaine.
N'oublions pas que c'est l'Union africaine qui a reconfié le dossier à Alpha Condé et au président ghanéen. Et maintenant, même la CDA s'implique. S'implique aussi, parce que selon le principe de la régionalité. Donc, le problème togolais, le problème interne togolais, est à un niveau africain et à un niveau régional, sous-régional. Bon, et cela ne veut pas dire que toutes nos lois internes sont caduques. Mais les processus électoraux posent problème. Font partie de la crise que l'Union africaine, à travers la CEDEAO, est appelée à résoudre. Sur ce plan, la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée. Dans ce cas, on aurait dû demander, mais ce sont des affaires de coulisses. Ce sont des affaires de coulisses. La Cour constitutionnelle peut écrire à la CEDEAO et pour savoir qu'en est-il de la loi dont je suis le garant. Oui. Si vous voyez. Parce que ce qui me tient à cœur, c'est le respect des délais légaux. Je crois que cette décision, en principe, n'est plus togolaise. Et si le Togo doit le faire en accord avec les autres. Parce que c'est nous-mêmes qui avons appelé au dialogue. Nous avons appelé les autres au dialogue. Pour justement ces problèmes. Parce que l'opposition veut vouloir dire qu'elle n'est pas prête à aller aux élections, parce que là, on les a toujours trichés. Et si le gouvernement organise la chose seul, c'est parce qu'il veut tricher. C'est ce qu'ils ont amené dans le débat. Donc, ce problème, il est épineux. Et on doit le prendre avec précaution. Très bien. Fabrice, cette sortie de la Cour constitutionnelle aura-t-elle un impact sur le processus du dialogue en cours? Bon, le dialogue, il faut le dire que le dialogue était mort même avant la sortie de la Cour constitutionnelle. Le prochain round qui profile à l'horizon serait seulement une messe de requiem pour enterrer la chose et voir autrement les choses. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le dossier est dans les mains de la CEDEAO et qu'il y a de fortes chances qu'une feuille de route viendra de la CEDEAO, peut-être au prochain sommet qui aura lieu naturellement à Lomé. Donc l'impact de la sortie de la Cour constitutionnelle sur le dialogue, le dialogue lui-même avait des problèmes avant que la Cour constitutionnelle ne sorte. Donc aucun impact. Le dialogue s'est tué de lui-même. Certes, il y aura une prochaine, comme je l'ai déjà dit, mais cette prochaine encore ne donnera rien, parce qu'on connaît les positions. Du côté de l'opposition, ça n'a pas évolué, même si on ne réclame pas aujourd'hui le départ du chef de l'État. La question de la transition autour de laquelle c'est presque la même chose, parce qu'on demande à un chef d'État qui estime avoir été élu par la majorité de Togolais de laisser tout, de croiser les bras, et on met un premier ministre qui fait tout. Bon, est-ce que du côté du pouvoir, on est prêt à faire cette concession au regard des choses? On n'est pas prêt. Donc ça voudrait dire que lorsqu'on ne parle pas le même langage, il n'y a pas de dialogue. Tu me comprends. Et donc naturellement, ça devient un dialogue de sourds, puisqu'on ne parle pas le même langage. Et les sourds ne parlent pas, ils ne parlent même pas. Donc ils ne vont pas s'entendre pendant longtemps. Ils vont oui, bon. Malheureusement, j'aurais bien aimé, je suis partisan des Togolais qui pensent qu'on peut trouver une solution à l'échelle nationale comme on l'a fait en 2006 avec l'accord politique global. Je suis conscient qu'on peut le faire, mais bon, les égos des uns et des autres a fait que aujourd'hui on est bien obligé d'accepter que peut-être la solution qu'on a même peut-être sous la main déjà nous vienne de l'extérieur. Maintenant, quel est l'impact de la sortie de la Cour constitutionnelle? Il y a quand même une chose. Vous avez vu que les discours venant du pouvoir ces derniers temps, je prends d'abord le dernier discours du chef de l'État, le discours de la Saint-Sylvestre, non, c'est après la Saint-Sylvestre. Bon, en tout cas, le discours de vœux du chef de l'État, vous avez vu qu'il est revenu sur la nécessité d'organiser le respect des délais légaux et tout cela et autres. Et quand vous voyez le gouvernement, le pouvoir en place aujourd'hui, on tient fermement aux délais légaux. Mais maintenant, quand vous revenez dans la réalité sur le terrain politique, quand vous êtes réaliste, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, même les législatives, ça va être difficile de les organiser dans les délais légaux parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'on sent aussi que le gouvernement a envie de faire les réformes avant d'y aller. Et donc, ça va être difficile
mais ce n'est pas impossible, mais ça va être difficile de l'organiser dans les délais légaux, à mon avis. Mais il y a aussi une jurisprudence par rapport à 2013, où ça n'avait pas été organisé dans les délais légaux. On a eu 2000, bon, ça devait être organisé en 2012, mais on a organisé ça en 2013. Donc ça peut être une jurisprudence qui peut amener à penser que, bon, les délais légaux, oui, mais la réalité politique en ce moment peut amener à ce que ça puisse être repoussé, je ne sais pas, de quelques mois, je n'en sais rien, mais ça va être un peu difficile, eu égard à la situation politique actuelle. Mais comme je le dis, il fallait quand même qu'on rappelle aux gens que s'il fallait être dans les délais, voilà ce qui devait être fait à telle ou telle date. Mais par rapport à la réalité sur le terrain, peut-être qu'il y a encore des chances. On ne sait pas ce que la CEDEAO peut-être fera comme proposition, mais il y a de fortes chances qu'elle ne s'écarte pas trop quand même de ces délais légaux dont le pouvoir ne veut pas du tout lâcher. D'accord. Tout ça, c'est alors de route ainsi, et nous espérons que les jours à venir nous en diront encore mieux. Nous restons toujours dans la politique et pour lire ce deuxième évangile. Il n'est pas de ses habitudes. La présidence de la République, par la voix de son directeur de communication, dans la personne de Tanama Toba, s'est vu obligé de se prononcer et de recadrer les gens par rapport à une rumeur qui faisait état d'une quelconque intention ou volonté de Faure Gnassingbé de briguer un deuxième mandat à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rumeur et la réaction de Toba sont tombés dans les oreilles de quelques confrères dont voici les échos. À la question, Faure Gnassingbé veut-il se maintenir à la tête de la CEDEAO qui sème la polémique ces derniers temps? La réponse du gouvernement est non. C'est ce que relèvent les journaux Harakiri, Le Mania Libéré et Forum de la Semaine, qui précisent que Faure Gnassingbé n'est pas demandeur d'un autre mandat à la tête de la CEDEAO. Selon Togo Matin, c'est une inutile polémique déplorée par la présidence de la République. Selon Toba Tanama, directeur de la communication de la présidence togolaise, approché par l'agence Savoir News et relayé par le journal, c'est une polémique qui n'intéresse pas. Je dirais que les Togolais sont devenus maîtres dans l'art de polémiquer ou, disons, d'inventer. Ça fait une énième fois que... Oui, bon, bien évidemment. Bon, moi, je crois qu'a priori, ce qui se joue à la CEDEAO, ce n'est pas la présidence de la République, ça peut se déterminer, puisque vous savez comment on devient président en exercice de la CEDEAO. Ce n'est pas les Togolais qui décident. Bon, maintenant, si à un moment donné, peut-être les chefs d'État, puisque c'est les chefs d'État qui décident, s'ils décident de renouveler un mandat à Faure Gnassingbé, ça les regarde, mais que Faure Gnassingbé aille demander à continuer, ça m'étonnerait, puisque ça serait un peu inédit. Mais on n'exclut pas l'hypothèse des chefs d'État qui peuvent se dire, bon, on peut le laisser continuer. Ça se joue au niveau des chefs d'État, et je ne sais pas qu'est-ce que la diplomatie togolaise, ou du moins la présidence de la République peut avoir à jouer comme rôle. Les autres ne sont pas dupes. S'ils ont un intérêt, ils le feront. S'il n'y a pas vraiment d'intérêt, je ne pense pas que l'intérêt du Togo seulement peut amener, je ne sais pas, 14 ou 15 chefs d'État à accorder leur violon pour que Faure poursuive. Si la CEDEAO ne gagne rien derrière, je n'en sais rien, mais même si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit l'initiative vienne du Togo. Bon, si on demande à Faure Gnassingbé de continuer, ça sera aussi sa décision. S'il accepte, il continue. S'il n'accepte pas aussi, il laisse tomber. Mais qu'on dise que c'est lui qui demande à continuer, ça m'étonnerait qu'il prenne cette initiative et que les autres chefs d'État peut-être puissent accepter cela. Comme je l'ai dit, ça ne se joue pas au niveau national, c'est à un niveau sous-régional. C'est beaucoup de chefs d'État qui décident de désigner un de leurs pairs pour
administrer à la tête donc de l'organisation sous-régionale. Et ce n'est pas ce n'est pas un ministre comme Robert Doucet ou Dumas, ce n'est pas les diplomates à la présidence peut-être qui peuvent peser dans une telle balance. L'initiative peut venir d'ailleurs si ça s'avérait un jour qu'il briguerait un second mandat à la tête de la CEDEAO. Mais le Togo, diplomatiquement, je ne dénie pas les compétences du Togo, mais je ne sais pas aussi quel serait l'intérêt du Togo à ce que le chef de l'État continue. Mais ces pairs peuvent lui proposer cela, il peut accepter comme refuser. Mais ça n'a rien à voir avec les tractations pour avoir cela, quoi. Primous, je vous pose la même question et dans les mêmes termes. On dirait que les Togolais sont devenus maîtres dans l'art d'inventer ou de faire polémiquer. Je serais beaucoup plus prudent. Les rumeurs, ce n'est pas 50% faux, ce n'est pas 50% vrai. Vrai, d'accord. Donc, si je dis 50% vrai, cela veut dire que la chose n'est pas impossible. Il ne faut pas minimiser le Togo dans la CEDEAO. Le Togo est un pays membre fondateur. Et l'impulsion de la création de la CEDEAO est partie du Togo et du Nigeria. D'abord avec Eyadema et Yakubu Gowon, ensuite Eyadema et Obasanjo. Donc, la place du Togo dans la CEDEAO, ne le négligeons pas, est très importante. En tant que pays membre fondateur. Les pays fondateurs des institutions, des organisations régionales ont toujours un certain plus. D'accord. Hein? Donc, pourquoi pas, Fabrice, c'est les 14 autres présidents qui ont décidé aussi de faire de forts, bien sûr. Le président en exercice, on l'a fait traîner pendant longtemps, n'oublions pas. On a fait sauter la présidence de la CEDEAO au Togo pendant longtemps, avant de l'accorder au président fort. Alors, pourquoi pas ne pas le reconduire. Maintenant, qu'est-ce qui empêcherait qu'on le reconduise? Il n'y a rien sur le plan de la CEDEAO qui pousserait les autres à ne pas reconduire le président. Mais est-ce que c'est sur sa demande est-ce que réellement il la demande? Si nous maintenant tenons compte du contexte interne, local du Togo, c'est possible. Qu'il demande? Parce que l'opposition aussi va dire, s'il finit après un mandat, on va dire justement parce qu'il n'est pas bon qu'on ne l'a pas reconnu. C'est parce qu'il n'est pas bon qu'on ne l'a pas reconnu. Vous êtes pointu dans votre analyse. Hein? Ouais, je vais enchaîner avec cette question. Et si c'était vrai que Faure veuille briguer un deuxième mandat à la tête de la CEDEAO, est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour le Togo, Fabrice? Sur le plan diplomatique, ce serait considéré comme une victoire, naturellement. Parce que, comme tu le posais la question, est-ce que c'est lui qui demande ou c'est les autres qui... Ça peut être... ce sont les deux possibilités. Mais généralement, diplomatiquement, c'est comme... je peux avoir envie, je te vois en sourdine, je te dis, dans la salle, propose. Ça peut aussi être possible. Là, à la fin, je dirais, mais bon, je voulais pas, mais on m'a demandé. Donc, ça peut aussi venir lié aux intérêts de certains pays qui peuvent considérer que peut-être que s'ils continuent, c'est une bonne chose. Parce que, bon, moi, je veux m'aventurer sur un terrain où je constate qu'il y a beaucoup de pays qui iront aux élections, aussi bien cette année et l'année prochaine. Vous prenez les Sénégalais, je crois que l'année prochaine, ils iront. Et en attendant le prochain sommet, je ne pense pas qu'au Mali, ça serait déjà réglé. Donc, il y a... Oui, le Nigeria aussi sera... Il y a beaucoup de pays qui se préparent à aller à des élections. Peut-être qu'il ne reste que le Bénin et le Togo qui ira jusqu'en 2020. Est-ce que ça peut être un élément qui fait que, bon... On peut le préférer, mais pour l'instant, assurons-nous du fait. Il faut qu'on s'assure. Comme l'a dit d'ailleurs quelqu'un. Il faut qu'on s'assure qu'effectivement, il veut être reconduit pour que peut-être maintenant on pense savoir quels sont les éléments qui ont pu militer en sa faveur. Mais si pour revenir à ta question, sur le plan diplomatique, ça serait presque inédit. Et bon, naturellement, prendre la tête d'une institution sous-régionale sur le plan diplomatique, c'est vécu comme une victoire. Donc, forcément, c'est des points pour le Togo. Peut-être que ça ne plaira pas à une classe politique, naturellement, l'opposition. Bon, mais c'est lui qui incarne l'État, on mettra ça à l'artif de l'État togolais. Très bien, je suis très curieux par rapport à ce sujet encore, que j'ai envie de vous poser cette dernière question maintenant.
Si, après cette réaction et cette polémique, si au moment venu, les pères de Faure décidaient de le reconduire, faut-il accepter ou refuser? Mettez-vous dans la peau de Faure et répondez à cette question. Pourquoi, si on proposait d'être reconduit... Après cette polémique, oui, si les pères venaient à lui faire la proposition... La polémique, là, elle est tout à fait normale. Prenez le cas de Trump et du Coréen, qui s'insultaient, et puis après ils ont dit qu'ils vont se voir, puis même Trump a ouvertement dit que la rencontre n'aura plus lieu. Ouais, et puis finalement, elle a eu lieu. Donc, ça, c'est le jeu même de la diplomatie et de la politique. Qu'on démarre des rumeurs et ainsi de suite. Et puis finalement, des fois même on démarre les rumeurs parce que les négociations sont en cours. Et on n'a pas envie que des oreilles indiscrètes soient au courant de la chose. Donc on crée une nouvelle piste pour fausser toutes les pistes. Et finalement, on arrive. Fabrice, non, je suis d'accord. Répondez à la question en vous mettant dans la peau de Faure, si jamais, au moment venu, non, moi je crois que ça ne se refuse pas. C'est d'ailleurs un mérite. Ce n'est pas aussi dit que si tu fais un mandat et tu t'en vas, tu as démérité. Mais si on te demande, on te renouvelle la confiance, forcément c'est vécu positivement. Et bon, mais aussi... Vous pouvez aussi faire à la Zidane et refuser et décliner pour partir enfin par la grande porte. Mais naturellement, je crois que si ça s'avérait, bon, à 90% de chance, en tout cas si moi j'étais dans la peau du chef de l'État, je n'hésiterais pas. Bon, maintenant, je suis pas à sa place, je sais pas ce qu'il pense. Le moment venu, on viendra. Mais je suis d'accord avec le doyen qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est possible. Mais je dis tout simplement que je ne minimise pas la force de frappe du Togo en matière diplomatique. Mais je me dis, si ça s'avérait, c'est que quelque part, il y a des pays peut-être majoritaires qui ont intérêt à ce que peut-être le chef de l'État togolais rempile au niveau de la CEDEAO. Ça ne serait pas uniquement dans l'intérêt du Togo, naturellement. Ok, cela aussi c'est un wait ainsi. Les jours à venir également, nous en dirons mieux. La réponse sans embâge, c'est le troisième évangile. La réponse sans embâge est très sèche et ni équivoque du président français Emmanuel Macron à un Togolais de la diaspora, activiste, dit-on, de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, a encore refait surface cette semaine et s'est même amplifié. Suivez. Face au harcèlement des Togolais de la diaspora, Emmanuel Macron recadre les débats sur la nouvelle politique de la France en Afrique, écrit le Mania Libéré. Interpellé au Canada par les activistes de la C14 sur la crise togolaise, souligne Chronique de la semaine, Emmanuel Macron aurait réitéré son exhortation des Togolais à aller aux urnes. Un sale temps pour Jean-Pierre Fabre et ses compagnons, comme le précise le confrère. Sur le cas du Togo, je souhaite qu'il puisse y avoir le respect plein et entier des principes qui auront été définis et des élections libres, a martelé Macron, repris par le Messager. Selon la dépêche qui trouve que la France-Afrique n'est pas morte, Emmanuel Macron a tout simplement été rattrapé par la crise togolaise à Montréal. Les opposants de la diaspora dans l'utopie, Macron recadre un Togolais au Canada et appelle le peuple à se rendre aux urnes. Lance le dialogue qui pense que Macron a fait Goïta à ses fins de la C14. Je ne tomberai pas dans des pratiques d'un autre âge. Autre déclaration de Macron citée par le libéral qui demande aux partisans de l'ingérence de la France dans la crise togolaise de se désillusionner. Selon le journal qui revient sur le sujet dans une autre parution, l'exclusion en politique n'a jamais été une bonne conseillère. C'est un danger d'ailleurs, comme le précise le journal. Je respecte la souveraineté des États, a ajouté Macron, relayé par l'éveil de la nation, qui rappelle une fois encore à ceux qui rêvaient d'une intervention extérieure pour solutionner la crise togolaise de se désillusionner.
Interpellé sur la crise au Togo, fait remarquer Nouvelle Opinion, le président français exhorte les Togolais à aller aux urnes. Point barre. Une seule question, comment trouvez-vous la réaction ou la réponse de Macron à ce compatriote de la diaspora? Ça fait 2 semaines que ce sujet est sur la lèvre et sur le bout des plumes. Cette semaine, on l'a encore entendu, ça veut dire que vraiment la réaction est préoccupante. C'est vrai que moi je crois que Emmanuel Macron s'est déjà prononcé sur la situation politique togolaise de façon officielle. Pour lui, c'est les élections, soit pour confirmer celui qui est là, ou alors pour provoquer l'alternance. Pour lui, il n'y a que ça. Et bon, en bon démocrate, naturellement, puisque à part ça, il n'y a plus d'autres procédés. Mais aujourd'hui, nos compatriotes de la diaspora se ridiculisent un peu, si je peux me le permettre. Parce que à chaque fois qu'il y a élection en France, le souci des Africains, c'est de rompre avec ce cordon ombilical qui a toujours lié la France à ses anciennes colonies, ce qu'on a appelé entre-temps la France-Afrique. Et quand vous voyez les débats dans les autres pays africains, c'est que la France ne s'ingère plus. Il y a qu'au Togo où généralement on a l'impression que notre diaspora n'a Dieu que pour la France pour trouver une solution à la crise politique togolaise. Et à chaque fois qu'ils reviennent sur le sujet, c'est entre griffes, c'est-à-dire une humiliation qui ne dit pas son nom, parce que la réponse qu'il donne, bon, je ne tomberai pas dans les vieilles pratiques et tout cela et autres. Alors, est-ce que ces pratiques existent-elles encore ou pas? Mais dans tous les cas, ça fait un peu honte quand on est Togolais de se rendre compte qu'au moment où les Sénégalais, les Maliens souhaitent, les Ivoiriens souhaitent que la France ne s'immisce plus. Oui. Vous avez vu un peu la Côte d'Ivoire avec l'époque de Gbagbo. Actuellement, l'actuel président ivoirien, malgré tout ce qu'il a fait comme travail, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne le portent pas dans leur cœur tout simplement parce qu'on se dit que c'est la marionnette de la France. Et donc, dans plusieurs pays africains, c'est un peu cela, les Africains vivent cela. C'est-à-dire, réglons nous-mêmes nos problèmes. Mais malheureusement, bon, je sais pas, il y a que, généralement, quand je suis un peu l'actualité internationale, j'ai l'impression qu'il n'y a que la diaspora togolaise qui pense qu'il n'y a que la France. Peut-être ils pensent que, étant en France, le Togo est en France. Bon, je sais pas. Bon, mais j'ai constaté qu'il y a que qui pensent que c'est la France qui peut venir régler le problème togolais, alors que pour d'autres pays, ils pensent que pendant longtemps, c'est la France qui a été à l'origine des problèmes. Bon, maintenant, il a donné encore une fois sa réponse, il s'inscrit dans la logique de la légalité, il l'a toujours dit, et je crois qu'il est temps que les Togolais comprennent que je ne suis pas en train de dire que Macron apporte son soutien au pouvoir, ou alors tout ce que le pouvoir fait est bon. Naturellement, il y a des problèmes sur le plan social, quelqu'un peut-être peut proposer mieux, mais il faudrait qu'on se mette dans la tête que pour qu'on ça change à des niveaux où on considère que on n'a pas encore ce qu'il faut, ça ne viendra pas vraiment de l'extérieur. Et vous voyez, et ça fait mal quand on sait que la France-Afrique n'est pas morte. On le sait, c'est pas Sarkozy l'a dit, mais c'est lui qui il l'a dit, son successeur, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus on le fait avec beaucoup plus de tact que par le passé, c'est un peu policier dissimulé, mais nos frères de la diaspora lui donnent l'occasion de se vanter en disant nous n'avons plus nos mains en Afrique, alors que pour les autres pays africains, c'est qu'il faut se battre pour qu'on soit réellement indépendant et que ce ne soit pas... Parce que ça continue, vous voyez souvent les polémiques au niveau du Togo. Ah oui, on n'a pas reçu, Faure n'a pas encore été reçu à l'Elysée, ça veut dire que la France le lâche. Oui, ben qu'est-ce qu'on a à foutre?
que la France soutienne ou pas, qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Et donc, contrairement dans d'autres pays, Gbagbo a été président pendant 10 ans, il n'est jamais allé à l'Élysée. Mais ça n'empêche pas certains Ivoiriens de le porter dans leur cas. Mais ici, il suffit que on dit, ah oui, depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais été reçu à l'Élysée. Ça veut dire que, bon, on se dit que, bon, le bon Dieu, c'est l'Élysée, c'est lui qui peut décider de tout et cela. Quand on fait ça, on devient un peu ridicule on devient ridicule sur le continent. Vous prenez aujourd'hui les Congolais, ils disent, bon, voilà, nous on veut régler nos problèmes nous-mêmes, quoi. Mais bon, être là et bon, sortir, mettre les manteaux et aller se poster à des rencontres internationales pour crier dans les mégaphones, bon, je ne sais pas si c'est ça qui apportera le changement. C'est ça. Primus, vous avez été vous êtes un ancien, disons, un ancien diaspora, si voilà, je peux le dire aussi. Comment appréciez-vous cette réponse du berger à la bergère? Oui. Est-ce que la France-Afrique peut même finir? C'est là le problème. Les Africains ne voient pas. La France a besoin de sa zone d'influence. Oui. Que ceux qui vivent à l'intérieur le veulent ou pas. Elle, c'est ça qui garantit sa puissance à elle. Oui. En tant que nation puissante. Ce sont les petites nations qui font les grandes nations. Voilà. Maintenant, dans la diaspora, ils considèrent le problème togolais comme étant un problème créé par la France. C'est dans cette logique qu'ils sont. Ils aimeraient avoir la situation des autres pays francophones où il y a eu l'alternance, qu'ils supposent permise par la France, Sénégal, ainsi de suite, que le Togo n'a pas. Donc, si l'empêchement de ce rêve de se réaliser, pour eux, est le fruit de la France. Vous voyez, c'est dans cette logique que les gens sont dans la diaspora. Mais c'est pour ça qu'ils s'adressent. Vous comprenez bien la pensée de la diaspora parce que vous y avez été. Exactement. C'est pour ça qu'ils s'adressent à la France, pour décanter aussi la situation un peu au Togo, pour que le Togo aussi ne connaisse qu'une seule fois l'alternance. Et voilà, le Bénin à côté l'a eu, et ainsi de suite, le Burkina, tout ça, je crois, c'est des choses qui plaisent aux gens de la diaspora. C'est pour ça. Et maintenant, comment appréciez-vous la réponse de Macron? Si Macron dit, au fond, là, c'est un aveu. Macron dit que la France s'est toujours mêlée des problèmes africains, que la France n'a pas respecté la souveraineté des États. Bon, mais là, la France a commencé à respecter la souveraineté des États à partir de quand? Justement. Donc il est dans son... Ça veut dire que, oui, justement, je suis d'accord. Parce que quand il dit qu'il n'est plus dans les vieilles pratiques, ça veut dire que ça existait. Bon, maintenant, lui, il veut plus s'en mêler. Tout simplement parce qu'on lui a donné une occasion de le dire. De le dire, voilà. Donc, Macron confirme que la France se mêle des problèmes africains. Voilà, c'est ce que moi je dirais, il confirme. Il n'affirme pas. Non, pas que la France se mêle, mais que la France se mêlait peut-être. Hein, et que lui ne peut pas. Il n'a pas encore fait 2 ans. D'accord. Il ne peut pas changer les rapports entre la France et la France. Parce que c'est l'intérêt de la France. Voilà, oui. Prenez le problème que Bolloré a. La justice française s'en prend à Bolloré, non pas à cause de ses affaires en France, mais à cause de ses affaires en Afrique. Où on l'accuse d'utiliser des pratiques non loyales. D'accord. On peut avancer tout ça à revoir également. Je crois que l'histoire nous en dira aussi plus. On va attaquer le 4e évangile. La coalition des 14 partis de l'opposition ne désarme pas. C'est ce qu'on peut dire en parcourant les colonnes de certains journaux. Des marches en passant par des mobilisations. La C14 veut changer de stratégie. Autrement dit, changer de fusil d'épaule, pour emprunter les termes de certains confrères. Et voici ce que les uns et les autres ont dit et on revient. Coincée par les manifestations, la coalition se lance dans une journée morte lundi prochain. Lit-on dans Tingo Tingo. Marche, meeting de remobilisation, Togo mort. La coalition en manque d'alternatives crédibles pour rallier la communauté internationale à sa cause, écrit le Mania Libéré.
Ouattara, les vainqueurs, présente les acteurs de ce plan B qu'il considère comme un plan mort-né. Écho du pays se demande d'ailleurs si cette nouvelle stratégie de l'opposition sera efficace pour elle et attend de voir. Selon le Messager, c'est une pièce de rechange de la C14 aussi usée que les marches. Et le journal de se demander à quoi aurait servi la stratégie de remobilisation de la coalition. Les marches ne marchent plus. L'opération Togo-Mort est une illusion. Lance le dialogue qui trouve que l'opposition est en manque de stratégie. Le journal pense que la feuille de route de la CEDEAO est la seule issue pour la décrispation de la situation. Il faut changer de fusil d'épaule quand ça ne marche pas. C'est le sentiment que l'opposition a en ce moment et principalement la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui aura tout essayé. C'est le constat fait par le libéral selon qui, à défaut d'envahir la rue, il faut la vider. C'est ça la pièce de recharge dont parlait son confrère Le Messager. Selon Nouvelle Opinion, c'est la désillusion en attendant les recommandations de la CEDEAO. Selon Courrier de la République, qui parle de l'incapacité, de la fourberie et de l'inconsistance face à l'essentiel, la CEDEAO reste la seule thérapie de choc à la crise politique au Togo. Voilà. Est-ce une capitulation ou un changement de stratégie, comme le disent certains, Fabrice? Non, ben, changement de stratégie, peut-être, parce que vous avez vu entre-temps, beaucoup de voix se sont levées pour dire il faut que l'opposition change de stratégie. Et comme on le dit souvent, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais bon, quand vous voulez changer aussi, il faudrait que vous soyez moins imbécile que si vous l'étiez déjà. Mais il faut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition, nous on le disait très tôt, on nous disait non, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Moi j'ai vu dans la crise togolaise née depuis août 2000, je l'ai toujours dit, qu'on a eu pire que ça en 2012 avec le collectif Sauvons le Togo, sauf que c'était moins violent que ce qu'on a eu, et puis la particularité cette fois-ci c'est que c'est allé à l'intérieur du pays. Sinon, à part cela, mobilisation de gens dans la rue, on en a eu avec le collectif Sauvons le Togo, et jusqu'à ce que le collectif avec l'UFC on en a eu. Oui, avec le collectif Sauvons le Togo d'Ajavance, vous avez vu ce qui s'est passé à Décon le 12 juin 2012, où pratiquement il y avait une marée humaine qui avait fait pratiquement 3 jours d'affilée au carrefour Décon. Alors donc... Et puis après ce qui s'est passé à Adéoui également. Peut-être que les derniers militants de l'opposition ont pensé que c'est maintenant, on vient d'inaugurer les marches et les manifestations au Togo. Sinon, ceux qui ont toujours milité dans l'opposition savaient quand même qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Et que si on continuait de la même manière, les mêmes causes, naturellement, vont produire les mêmes effets. Et donc aujourd'hui, il y a eu des mobilisations, puisque l'opposition même parle de remobilisation, mais la remobilisation n'a pas eu lieu. Bon, quand vous le dites, on vous dit non, que parce qu'il y a des forces de l'ordre, il y en a toujours eu. Alors pourquoi cette fois-ci ça ne marche pas? Maintenant, il faut changer de fusil d'épaule, et c'est ce qu'ils essaient de faire. Et que, comme on l'a écrit, à défaut d'appeler les populations à envahir les rues de Lomé et du Togo, maintenant peut-être il faut demander aux gens de les déserter. Donc on attend demain pour voir qu'est-ce que ça donnera. Mais là aussi, on connaît le résultat. Le premier jour, peut-être que ça peut aller, puisque toi et moi, quand nous restons à la maison, surtout qu'il n'y a qu'à peine 50 000 fonctionnaires au Togo, et quand le Zémidian il fera son effort de respecter, de jouer à l'opposant demain, parce que s'il sort dans le quartier, on dira qu'il a du pouvoir, alors que peut-être qu'il veut chercher de quoi nourrir. Donc il peut faire ça le premier jour, mais bon, après, quand on va lui demander de répéter ça, il va dire que lui aussi il en a assez fait. Et donc, naturellement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, au moins à un moment donné, l'opposition a manifesté et ça a produit des fruits. Sauf qu'elle a refusé de cueillir ces fruits-là. Quand on me dit, par exemple, aujourd'hui nous sommes nez à nez avec les élections,
Or, aujourd'hui, le test qu'on aura ne sera pas, moi je le dis, ne sera pas différent de celui qu'on a eu déjà en septembre et qui a été rejeté au niveau du Parlement parce que l'opposition s'est retirée. On aura un scrutin à 2 tours, naturellement, on aura la limitation d'un mandat. Et bon, quand on va se rendre compte qu'on a mis du temps pour rien, on a fait des blessés, voire même des morts pour rien, et que finalement c'est ça. Donc, au finish, comme l'opposition n'aime pas aussi qu'on le dise, le seul succès qu'ils ont eu, c'est d'avoir réussi à asphyxier l'économie. Quand on leur dit ça, ils disent aussi que non, l'économie était déjà asphyxiée avant qu'ils ne commencent. Donc demain, lorsqu'on demande aux gens de ne pas aller, de ne pas sortir, naturellement, c'est l'économie qui est visée. Et là, c'est pour cela aussi, je dis que c'est comme on vous demande une grève de la faim. Bon, à un moment donné, peut-être vous risquez de l'arrêter ou la faim même va vous emporter ou alors vous décidez d'arrêter. Et donc demain, peut-être premier jour, premier essai. Mais il faut à un moment donné que l'opposition... Je sais que dans la coalition, il y a plusieurs partis qui ont compris qu'il y a autre chose à faire que ce qu'ils sont en train de faire. Mais qui sera ce courageux-là? Maître Agbouebo s'est déjà essayé à travers un courrier. Mais qui sera ce courageux-là pour dire, mes amis, ce que nous faisons là, ça ne donnera rien. On vous dira que vous êtes vendus, vous êtes achetés. Bon, maintenant, tout le monde joue le jeu en attendant qu'à ce qu'un jour, bon, on se retrouve nez à nez devant des situations. Mais il faut préciser que même si aujourd'hui la situation n'est pas en faveur de l'opposition, ce n'est pas une raison pour le pouvoir en place également de dormir sur ses lauriers. Il faut profiter, faire les réformes et faire avancer les choses. Parce que même si aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une démobilisation, ce n'est pas la fin. Un jour, ça peut rebondir. Donc c'est pour cela, avec ou sans l'opposition, il faut que le gouvernement, le pouvoir en place, fasse de telle sorte que ce que les Togolais recherchent, les réformes et tout cela qui peuvent contribuer à la bonne gouvernance, il faut le faire avec ou sans l'opposition. Et comme on le dit, quand tu es sûr que ce que tu fais est bien, fais-le. Ceux qui te contestent aujourd'hui, peut-être que quand il y aura résultat, ils finiront par te suivre. Mais si le gouvernement se dit, ah, finalement, on a réussi à les anéantir, ils ne peuvent plus rien, je crois que c'est un lion qui dort. Le lion n'est pas mort, il ne fait que dormir. Il faut profiter de son sommeil pour faire des choses. Et quand il se réveillera... Même mort, le lion fait toujours bien évidemment, quand il se réveillera de son sommeil, il peut comprendre qu'il a à manger, qu'il n'a plus besoin de poursuivre la gazelle. Donc, il faut que le pouvoir aussi fasse quelque chose pour que on puisse atteindre, parce qu'il faut le dire, tout ce que l'opposition réclame, tout n'est pas mauvais à 100%, il y a de bonnes choses là-dedans et il faut considérer ce qui est bon dans ça et le faire en respectant les règles de la Constitution. Oui. Est-ce une capitulation ou un changement de stratégie? Difficile à dire, parce que au fond, nous avons en face, au fond, le problème même, c'est deux jusqu'au boutistes. C'est-à-dire personne ne veut céder. Et ça, c'est malsain. C'est malsain. Oui, l'opposition aussi ne veut pas dire qu'elle a capitulé. Vous voyez, le gouvernement aussi ne veut pas dire qu'il a perdu la face. Tu vois, c'est ça qui rend le jeu un peu compliqué, hein? Difficile à jouer. Comme l'a dit Fabrice, le pouvoir aurait pu gagner, ou pourrait gagner, en faisant lui-même les réformes. Pour faire quoi? Pour enlever l'argumentation à l'opposition. Que moi, ce que vous dites là, c'est le passé. J'ai fait ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez? Et du coup, la mobilisation même va perdre son sens. Maintenant, demander aux gens de rester à la maison, c'est mi-figue, mi-raisin. Ça dépend de ma propre volonté. Si je veux sortir, qui va me faire quoi? Si je ne sors pas, tu vois, c'est à moi de prendre la... Maintenant, la majeure partie des gens qui sont derrière l'opposition, comme l'a dit Fabrice, c'est la basse classe. Les gens qui ont besoin du quotidien, qui ont besoin du travail quotidien pour avoir la nourriture quotidienne, comme le Z-Man. D'accord. Et s'il ne sort pas, il va manger quoi? Ok. Ouais, c'est difficile. Très bien. Dernier aspect, c'est l'annonce de cette messe. Enfin, certains journaux comme Fraternité, Le Libéral et bien d'autres
ont tendu leur oreille vers la République démocratique du Congo, où ils auraient appris que l'ancien opposant Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba aurait recouvré sa liberté après quelques années de détention. C'est ça? 10 ans, vous dites. Voilà, qui est précis. Mais ce qui a retenu, moi, mon attention, c'est le rapprochement qu'un journal aurait tenté de faire entre la libération de Gbagbo et la libération de Bemba et le cas Gbagbo. Voyez-vous un rapport? Oui, moi je vois un rapport. Parce que tout de suite, je peux dire qu'aujourd'hui, que aussi longtemps qu'Alassane Ouattara sera au pouvoir en Côte d'Ivoire, Gbagbo sera en prison. C'est-à-dire que Gbagbo dehors, c'est des insomnies pour l'actuel président. Et c'est pratiquement la même situation au Congo. Parce qu'il a fallu qu'on mette des gens comme Bemba hors d'état de nuire pour que le régime de Kabila puisse prospérer. Vous savez que Jean-Pierre Bemba, il est issu d'une famille riche, il a de l'argent et puis c'est un seigneur de la guerre également. Donc il a les moyens de déstabiliser un régime. Et moi je dis aujourd'hui, sa libération, c'est un message qu'on est en train d'envoyer plus ou moins à Kabila, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine certitude au Congo, c'est le plus fort qui a le pouvoir. Vous avez vu les Tshisekedi, ils ont joué aux opposants, ils pensaient qu'il fallait juste faire la politique pour parvenir au pouvoir, ils n'ont jamais... C'est toujours ceux qui ont pris les armes qui sont parvenus. Le Kabila père, c'est les armes et le fils a pris. Et vous allez voir, Mobutu, il a fallu les armes pour le déloger. Et aujourd'hui, quand vous voyez également Kabila, s'il n'y a pas quand même une force aussi bien dans la masse et au niveau des biceps, ça va être difficile de les déloger. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on libère Bemba et on le laisse vraiment la liberté de se réorganiser, il risque d'être celui qui va en finir avec le régime de Kabila. Et pour moi, je crois que c'est le signal que la communauté internationale a voulu envoyer à Kabila pour lui dire, écoute, c'est terminé. Maintenant, on libère quelqu'un qui est capable de t'affronter. Sinon, ça ne serait pas les Katumbi ou les successeurs de Tshisekedi qui pourraient renverser la tendance. Mais la manière par laquelle Kabila est arrivé au pouvoir, Bemba maîtrise cette méthode. Et donc aujourd'hui, il fait plus peur. Il fait plus peur à Kabila que qui d'autre au niveau de... Et c'est un peu la même situation aussi en Côte d'Ivoire. Parce que si on libère aujourd'hui Gbagbo et Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire... Ouattara aura de l'insomnie. Très bien. Primus, vous avez 30 secondes, le temps nous a rattrapé pour vous prononcer sur ce sujet-là. Oui. Non, Fabrice a presque tout dit. D'accord. Bemba a toujours fait peur à Kabila. Mais le grand patron de la RDC, les États-Unis, à l'époque, voulait avoir Kabila fils au pouvoir. Et pour avoir Kabila fils au pouvoir, il fallait que Bemba quitte le terrain. Maintenant que Kabila fils ne veut pas dégager le terrain, on fait appel à Bemba. Sa présence même au Congo suffira pour dégager Kabila. Sinon, c'est pas le retour de aujourd'hui, on va nous dire qu'il y a eu erreur dans la procédure. Ça va être donc le retour de Djombri dans la maison. Voilà, c'est sur ce constat que nous allons refermer les portes de cette paroisse médiatique. Et je vous remercie très sincèrement et vous félicite du fond du cœur pour la pertinence, en tout cas à mon avis, de vos analyses. Et j'espère que mes téléspectateurs sont également du même avis que moi. Merci Primus Genou, merci Fabrice Pekezi, merci à Foli Kani, merci à Alexandre Tchalim, merci au doyen Ndiaye Sao. Faites toujours du bien parce que c'est bien. Faites toujours du bien parce que c'est bien. C'est de Emmanuel Kant. Bonne méditation et à dimanche prochain.